Bonjour à tous et bienvenue dans CyberTalk, le podcast de la Cyber Security Coalition, podcast mensuel dans lequel j'ai le plaisir d'interviewer des personnalités du monde de la sécurité en ligne. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais le 31 mars prochain, c'est le World Backup Day, le jour mondial des sauvegardes. Un bon moment finalement pour faire le point sur ces sauvegardes et leur réinstallation. Car imaginez un peu, vous vous réveillez un matin pour découvrir que toutes vos photos, vos vidéos, vos documents importants, tout a disparu. Plus de mails, plus de contacts, plus de fichiers de travail. C'est un vrai cauchemar de science-fiction, mais c'est aussi une possibilité très réelle. Pire que ça, votre responsable IT vous appelle pour vous annoncer que votre entreprise est sous l'emprise d'un ransomware. Ces programmes qui encryptent toutes les données et prennent en otage le parc informatique dans son ensemble. Et pas de bol, vos backups sont eux aussi encryptés, ils sont inutilisables, il n'y a rien à faire, tout est perdu. Bon, allez, 2 secondes. Revenons à la réalité, parce que quand même, le but de cet épisode, eh bien, c'est que cela n'arrive pas. Et pour nous aider à décortiquer ce sujet tellement important aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Stenuy. Jean-François est gestionnaire d'incidents liés à la cybersécurité chez Approach Belgium. Sa spécialité, en fait, c'est principalement la sécurité des réseaux informatiques. Et il a aussi travaillé chez Keytrade Bank, il a travaillé chez Télé2 Bruxelles, Belgium, pardon. Il a travaillé chez Belgacom, chez Skynet. Bonjour Jean-François. Bonjour Alexandre. Est-ce que ma présentation est correcte? Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, ça va, c'était parfait. Super, écoute. Alors, on va parler de backup, on l'a dit, mais avant d'aller parler de ces sauvegardes en elles-mêmes, que ce soit dans notre vie privée finalement ou dans les entreprises, j'aimerais qu'on aborde la masse phénoménale, parce que quand même, la masse phénoménale de données que nous générons. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que toi, dans ton boulot, ce que tu vois, ou même dans ta vie privée, je suppose que tu as peut-être des enfants aussi qui ont des téléphones, quelle est la quantité de données que nous accumulons réellement au cours de notre vie privée ou professionnelle finalement? Oh, c'est assez énorme. Il suffit de voir à tout moment, on va prendre une photo avec son smartphone pour une raison ou pour une autre. On va s'envoyer des messages. Les plus jeunes d'entre nous, ils s'envoient des messages vocaux instantanés. Et tout ça, ce sont des données, quoi. Et dans le monde de l'entreprise, c'est encore pire. Tout passe par l'information. Et tout est digitalisé à l'heure actuelle. On n'a plus un seul support papier, en particulier depuis la période de Covid. Maintenant, tout est sur support informatique et donc tout est donné. Mmh. Et avant de parler des sauvegardes, hein, c'est le sujet dont on veut parler, j'aimerais quand même qu'on voit aussi un peu quelles sont les menaces qui pèsent finalement sur cette masse de données dont tu viens de parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit dans l'entreprise, et chez Approach aussi, mais dans nos vies privées, qu'est-ce qu'on voit arriver? Alors, il y a 3 menaces principales qu'on arrive à identifier, à catégoriser, qui sont à peu près sur un même niveau, au niveau probabilité d'erreur. Ce sont l'erreur humaine, simplement, oups, j'ai effacé le fichier, la panne du support de données, le téléphone qui tombe dans la cuvette des toilettes, ou l'attaque par rançon. T'appelles ça une panne, toi? Ok. C'est quand on dit la panne de support de données, c'est effectivement aussi le téléphone dans les toilettes. le téléphone qui tombe là où il ne doit pas. Ok. Et le troisième, c'était? C'était les attaques par rançon logicielle, oui, donc que tu as évoqué aussi effectivement dans ton introduction. Ça arrive souvent, j'ai envie de dire, c'est des choses qu'on a. Toi, par exemple, chez Approach, vous travaillez avec vos clients, c'est des choses que vous voyez souvent, quel que soit d'ailleurs le type d'erreur, mais particulièrement, on est plutôt appelé pour les attaques par rançon logicielle, pour ce type d'incident-là. Et ça arrive une fois par semaine en moyenne. Ah oui, quand même. Oui, et donc au niveau mondial, on considère qu'en 2024, on avait environ 15 attaques par jour au niveau mondial. Donc plus de 5000 attaques ont été recensées sur l'année complète, quoi. Oui, c'est ça. Et avec quel type de conséquences alors? Alors, les conséquences sont très variables, hein. Ça peut aller pour une société, ça peut aller jusqu'au dépôt de bilan, parce que toutes les données ont été encryptées et ne sont pas récupérables. Et à ce moment-là, c'est le cas le plus grave. Il y a d'autres cas de figure, effectivement, où on a un peu plus de chance, où il y a un backup, justement, et on peut récupérer des données, ou bien alors,
quand on a vraiment beaucoup de chance, on arrive à temps et on arrive à arrêter l'attaque avant qu'elle se soit entièrement déroulée. Et d'un point de vue personnel, moi j'ai déjà vu des drames, alors chez mes filles ou chez les copines de mes filles, où elles avaient perdu les messages les plus importants. Et il y a aussi un élément finalement émotionnel, parce que ce sont des choses, en fait on ne se rend pas compte dans notre quotidien de l'importance que l'on donne à ces informations, à ces photos, à ces messages qu'on a stockés, jusqu'au moment où on les perd. Et c'est là qu'on se dit, zut, si j'avais eu un backup. Mais j'ai vraiment vu des drames, alors, soyons clairs, hein, tout est relatif, mais en tout cas pour la personne en question, c'était un drame, parce qu'elle avait perdu certaines des données qui pour elle étaient super importantes, même si elle n'allait pas les chercher, elle voulait savoir qu'elle les avait. Donc voilà, maintenant, c'est peut-être moins grave dans l'entreprise au niveau émotionnel, quoique quand on voit, à l'arrivée d'un ransomware, il y a aussi un impact sur les employés, il y a un impact sur l'outil de travail. Et je sais, parce que j'ai eu effectivement des contacts avec des entreprises qui se sont fait attaquer, les employés sont émotionnellement aussi agressés. Ils se sentent agressés. On a agressé la boîte dans laquelle moi je travaille et je me sens moi-même engagé et agressé par cette attaque. C'est quelque chose que vous avez déjà vu aussi chez... Et puis il y a, allez, tu en as parlé avec le téléphone dans les toilettes, il y a plus grave pour les entreprises que le téléphone dans les toilettes, hein. Ça peut être les catastrophes naturelles, des incendies, des inondations, où là, on va effectivement perdre le support complet. Et lui, il n'est pas récupérable, hein. S'il a pris feu, de toute façon, ça c'est grillé. Si la sauvegarde était à côté du serveur qui a brûlé, elle a brûlé aussi. Oui. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles on vous a déjà aussi fait intervenir? Oui, on a déjà eu des cas de figure de récupération de données avec une PME qui se trouvait dans un endroit à côté d'un lac important. Et donc il y avait un aléa d'inondation et ils ont eu la mauvaise idée d'aller placer leur serveur principal dans la cave parce qu'à l'intérieur des bureaux, au premier étage, ça faisait trop de bruit. Donc à la première inondation, ce qui arrive assez fréquemment dans ce genre de zone, voilà, leur support de données avec leur comptabilité de l'année était perdu. Et ça peut être effectivement dramatique. Donc, on l'a vu, ces données, elles sont importantes, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle. Qu'est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce que vous recommandez, vous, de votre côté, au niveau sauvegarde de ces données, finalement? On va peut-être commencer par la vie privée et mon téléphone. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui dit, écoute, j'aimerais pas perdre... Si je perds mon téléphone, je veux rien perdre. Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution la plus simple, la plus facile à mettre en œuvre aussi, c'est la sauvegarde automatique qui est offerte par les fournisseurs, par Google pour Android, par Apple pour ces téléphones. En général, on va dans les réglages, on coche une case, backup automatique. Il suffit de laisser son téléphone branché pendant la nuit et accéder et connecter au Wi-Fi, et le backup se fait de manière tout totalement transparente. Voilà, ça c'est vraiment la première chose à mettre en œuvre. Mais je dirais juste, j'interviens, j'aime bien ce que tu as dit, il doit être branché au secteur, parce que souvent ils sont configurés pour mettre la sauvegarde en place au moment où ils sont, un, branchés au secteur, deux, accédant au Wi-Fi. Et moi j'ai dans ma vie privée une personne qui est un petit peu inquiète d'avoir du Wi-Fi ou du Bluetooth, les ondes pendant la nuit quand elle dort, et qui avait tendance à couper le Wi-Fi et le Bluetooth quand elle allait se coucher, mais elle branchait son téléphone pour qu'il charge. Et un jour elle me dit, mais mes sauvegardes se font pas. Oui, évidemment. Dans ces cas-là, alors, on met le téléphone dans la cuisine, on le laisse ailleurs dans la maison. Mais effectivement, il doit rester branché à Internet d'un moyen ou un autre, sinon il ne peut pas aller faire la sauvegarde en ligne. Ça a l'air bête comme ça, mais parfois on n'y pense pas. Un petit peu plus loin sur les sauvegardes au niveau des entreprises, quelles sont les différentes méthodes possibles et puis peut-être aussi celles que vous recommandez en particulier? On a les sauvegardes, plein de services cloud spécialisés pour les sauvegardes au niveau de l'entreprise. C'est vraiment, on a toute un portfolio de services assez important qui sont aussi relativement faciles à mettre en œuvre.
Maintenant, il faut faire attention aux services de sauvegarde dans le cloud, à veiller à ce que ce soit des sauvegardes qui soient qui ne puissent pas être altérées par un malware qui soit installé sur la machine. Ça, c'est assez important parce que on a tendance à dire, par exemple, les entreprises utilisent les NAS, les systèmes de stockage attachés au réseau, mais si le NAS est connecté en permanence et qu'un rançon logiciel vient s'installer, il va chiffrer toutes les données qui se trouvent sur le NAS également. Donc, bien faire attention à ce que la copie de sauvegarde se fasse sur un support qui ne puisse pas être altéré par la suite. Oui, donc quand le ransomware arrive dans l'organisation, qu'il ne puisse pas aller jusqu'à la sauvegarde. Oui, tout Ouais. à fait. Question d'ailleurs, tiens, auquel je me pose, parce qu'en plus c'est une question que je me pose réellement, je n'ai pas encore trouvé la réponse à cette question, mais effectivement, on peut faire des sauvegardes sur le cloud et sur certains clouds du style suite Microsoft ou Amazon, etc. Est-ce que eux ont des systèmes qui permettent de vérifier que les fichiers qu'on leur envoie ne sont pas infectés? Est-ce que ça existe ce genre de service à ce niveau-là? Ça doit pouvoir exister, mais à ma connaissance, les services par défaut des gros fournisseurs ne fournissent pas ce genre de service. Faudrait que je me renseigne, parce que j'ai jamais trouvé la réponse à ma question en fait. Peut-être qu'un jour je trouverai quelqu'un qui a la réponse. Et alors, tu m'as dit donc backup dans le cloud, si possible, alors pas connecté au moment de l'attaque, c'est évident. Quel autre type de backup sont conseillés? Et puis même, j'irai plus loin, est-ce qu'on conseille d'avoir plusieurs niveaux de backup sur plusieurs types de supports différents? Oui, il y a des recommandations. Les recommandations du milieu, c'est effectivement d'avoir plusieurs niveaux de backup, éventuellement un backup chaud où les données sont accessibles directement, et suivi d'un backup froid à plus longue échéance, où les données mettent un peu plus de temps à être récupérées, sont stockées. Typiquement, un backup froid, ça va être une copie sur un disque dur portable qu'on va les mettre dans un coffre à la banque. Donc ça prend du temps à faire, ça prend du temps pour récupérer les données, mais on a une garantie supérieure que les données ne sont pas altérées. C'est ça. Et oui, donc finalement, parce que j'allais dire au départ, mais ça veut dire qu'on le fait tous les combien de temps, mais je pense que c'est surtout une décision du business, c'est-à-dire que le responsable de IT ou le responsable de l'organisation doit décider, OK, je suis capable de vivre sans les 24, 48 ou 72 dernières heures. Et finalement, alors ils font un backup tous les 24, 48 ou 72 ou toutes les semaines s'ils le décident, mais ça veut dire qu'eux savent que si ça arrive, il y a un risque de ne pas avoir les données les plus récentes jusqu'à X jours finalement. Oui, tout à fait, et c'est exactement la même chose qu'on peut se dire au niveau de l'utilisateur particulier. Je vais dire, les photos de la naissance de son petit dernier sont plus importantes que les photos du dernier lampadaire qu'on a été voir dans la grande surface. Voilà, il faut arriver à donner les priorités et à prendre soin de l'information qui est la plus importante pour soi. Et en entreprise, même chose, prendre soin de l'information la plus importante dans notre jargon au niveau cybersécurité. On parle des joyaux de la couronne dans une entreprise. On dit voilà, on arrive en consultance dans une entreprise, on va leur demander quelle est votre information la plus importante, la plus critique pour que votre société puisse survivre. Et tu as parlé donc de sauvegarde sur des supports physiques qu'on va peut-être aller mettre à la banque ou garder quelque part dans un endroit sécurisé. Je suppose que le conseil, c'est aussi de faire en sorte que ces sauvegardes soient chiffrées. C'est-à-dire que si quelqu'un venait à récupérer le disque, qu'il ne puisse pas... Très clairement, il faut que les sauvegardes, qu'on les mette dans le cloud d'ailleurs ou qu'on les mette sur un support physique séparé, il est important de chiffrer ces sauvegardes et de bien sauver la clé de chiffrement, parce que à partir du moment où on chiffre, si on perd la clé, on n'a plus les données. Si elle est encryptée, t'es fichu. Ah, j'ai même pas Voilà. pensé à ça. Ah oui, non, oui. Et puis bon, pratiquement, en fait, aussi, je suppose, un système de version pour savoir... On conseille quoi d'ailleurs? On conseille de garder combien de sauvegardes? Parce que bon, on sait qu'à un moment, on va les écraser, puisqu'on a une capacité de disque limitée. Tu conseilles de garder des sauvegardes sur quelle durée, toi, en général, en moyenne? En général, et une fois de plus, ça dépend très fort de la sensibilité des données, évidemment, et du temps qu'on peut se permettre de perdre des données.
mais un backup complet une fois par mois et un backup incrémental tous les jours, c'est une pratique courante dans l'industrie. Et puis il y a un truc qui, allez, je te disais, moi j'interviens de temps en temps dans des entreprises après les faits, souvent pour les aider à former leurs collaborateurs, mais il y a un truc qui m'a toujours choqué, ou en tout cas que je trouve qui existe quasiment jamais. On a des sauvegardes, ils savent qu'ils doivent faire des sauvegardes et ils les font, mais ils ne les testent pas. Et c'est-à-dire que le jour où ils doivent les utiliser parce que, par exemple, il y a eu un ransomware, en fait, parfois, ils se rendent compte qu'elles ne sont pas utilisables et qu'en fait, ils ont payé ce service pour rien pendant des années. Qu'est-ce que toi, tu recommandes là-dessus? Moi, je recommande de vérifier ses copies de sauvegarde, de faire une tentative de restauration à intervalles réguliers et l'intervalle le plus régulier possible, parce que typiquement, si la sauvegarde ne fonctionne pas, elle va ne pas fonctionner pendant très longtemps. Donc c'est comme si on n'avait pas de copie de sauvegarde. Et alors, qu'est-ce que tu conseilles? Moi, je suis responsable IT dans une PME, je vais aller voir un de mes gars et je lui demande quoi, en fait? Je lui dis, tu prends ce disque et tu me réinstalles ces 3 machines juste pour voir? Et tu Oui, monites, ou et tu prends un simplement, chronomètre pour voir combien de temps ça te prend. oui, ou simplement, tu essaies de me récupérer un fichier au hasard. En général, si on sait récupérer un fichier, on peut récupérer tout le reste. L'objectif, c'est juste de vérifier que le backup a bien fonctionné. Ok, donc on peut le faire effectivement régulièrement, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, puisqu'on va aller juste récupérer 1 ou 2 fichiers. On ne doit pas se taper toute une réinstallation, on va dire. Oui, tout à fait. Donc effectivement, si vous nous écoutez, si vous avez des sauvegardes, j'espère, vous les faites, faites en sorte de savoir les récupérer. Alors bon, attention, sur votre téléphone portable, normalement tout va bien. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ne serait-ce que changer de téléphone, j'en ai acheté un nouveau, j'ai jamais eu un problème de réinstallation. Mais dans l'entreprise, il est important de tester les sauvegardes pour lesquelles on paye une fois de temps en temps pour vérifier finalement qu'elles sont utilisables. Moi, j'aime quand même le fait de, à un moment, demander à une personne de remettre en place une machine, voire même une machine critique, avec un chronomètre. Parce que typiquement, on n'a aucune idée du temps que ça prend. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de sauvegarde, est-ce que tu pourrais me partager une bonne pratique? Quelque chose que tu as vu dans ta carrière qui a permis d'éviter la catastrophe? Parce que depuis le début, on parle des problèmes, ouais, ça va pas marcher, il y a un risque, etc. Mais tu as peut-être vu dans ta carrière des choses en disant, ah ça c'était malin, j'avais pas pensé à le faire comme ça, ou ça c'était plutôt bien fait et ça les a finalement sauvés. Pas tellement, pas tellement. En général, c'est vraiment, comme tu l'as dit, moi, ma spécialité chez Approach, c'est vraiment d'intervenir en cas d'incident. Et quand on intervient en cas d'incident, ben voilà, c'est la panique à bord dans les entreprises. Et une des premières questions qu'on pose, c'est est-ce que vous avez des copies de sauvegarde? Parce que on sait qu'avec une copie de sauvegarde, on va pouvoir restaurer l'infrastructure relativement rapidement. S'il n'y a pas de copie de sauvegarde, je dis, là, ça va aller ça va être beaucoup plus difficile de remettre votre entreprise sur pied. C'est simplement cette expérience générale que je pourrais partager à ce niveau-là. Finalement, c'est moi qui te pose la question, mais c'est moi qui vais te donner une histoire, finalement. Et c'est une entreprise qui, effectivement, n'avait pas de sauvegarde. Eux, ils avaient juste pas fait. Ça remonte à un petit moment quand même. Et ils se sont pris un ransomware. Bah oui, sinon ce serait pas drôle. Et ils sont arrivés à récupérer, en tout cas, suffisamment d'informations pour pouvoir continuer à travailler, en allant demander à tous leurs clients et fournisseurs de leur renvoyer tout ce qu'ils leur avaient envoyé par mail. Et ils avaient l'habitude d'envoyer les fichiers, les bons de commande, etc. par mail, et ils ont pu récupérer grâce à ça. Alors ça a pris beaucoup de temps et ça a demandé beaucoup de bonne volonté à tout le monde, mais grâce à cette pratique-là, ils sont allés retrouver des informations que finalement, qui étaient définitivement perdues. Donc voilà, un petit truc comme ça, si un jour vous perdez une donnée importante et qu'il n'y avait pas de sauvegarde ou que la sauvegarde ne fonctionne pas, demandez-vous si vous ne l'auriez pas envoyé à quelqu'un. Et cette personne pourrait vous le renvoyer effectivement. Voilà. Et alors on va poser l'autre question. Quel est le pire cas que tu as? Tu ne me nommes aucune d'entreprise, mais quel est le pire cas sur lequel tu as dû intervenir? Le pire cas sur lequel on a dû intervenir, effectivement, c'était une école. C'était une école, un institut d'enseignement supérieur. Non seulement ils n'avaient pas de backup, mais ils n'avaient pas de documentation de leur infrastructure informatique.
et le responsable de l'informatique chez qui toute l'information se trouvait, dans la tête de qui toute l'information se trouvait, était décédé une semaine avant l'incident. Ouf, alors ça c'est vraiment une histoire triste en plus. Ouais, ok. Ouais, et là, la reconstruction a été assez ardue, il faut le Oui, ça dire. je peux imaginer. En fait, il n'y avait plus rien sur lequel vous basez finalement. Voilà, il y avait juste l'infrastructure physique qui était présente et sur laquelle il a fallu travailler. Donc, en gros, on a reconstruit toute l'infrastructure informatique à partir de zéro, ou presque. Ok. Et je sais qu'on n'aime pas citer les marques, mais au moins des idées. Si moi je suis aujourd'hui responsable d'une PME, je sais que j'ai pas très fort en sauvegarde. Qu'est-ce que tu recommandes? Peut-être pas un en particulier, mais un type de service. Est-ce qu'il y a des services en particulier que tu me dirais, allez voir ça et ça et ça et puis bon, après vous faites une idée, prenez votre décision, mais t'as des recommandations à ce niveau-là à faire? À l'heure actuelle, c'est plus les services cloud et les services spécialisés en sauvegarde de données dans le cloud, en s'assurant bien que les clés cryptographiques restent dans l'entreprise, donc ne pas partager la clé avec la donnée, et que les données sont stockées de manière irréversible, donc que les backups ne peuvent pas être altérés une fois qu'ils sont dans la solution cloud. Il y avait un conseil que j'avais donné, mais c'était une toute petite structure, c'était chez un notaire. Et il me disait, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de. Je dis, bah oui, il y a le cloud, mais c'était remonté un petit moment à l'époque, le cloud, c'était pas encore, c'était surtout des Dropbox et des choses comme ça, mais il n'y avait pas encore de services spécialisés dans la sauvegarde des entreprises, justement, face aux attaques ransomware. Parce qu'à l'époque, il n'y avait quasiment pas d'attaque ransomware. Mais je lui avais dit, bah écoute, à la Fnac, tu achètes un disque dur, et puis le soir, quand la dernière personne quitte l'étude, bah, elle branche le disque sur le réseau, et puis la première qui arrive le matin, elle le débranche, et puis elle le met dans le coffre-fort. Alors c'était un peu archaïque à l'époque, mais qu'est-ce que tu penses de cette solution-là? Ah, cette solution, moi j'adore les solutions où le médium est déconnecté du réseau, parce que quand l'attaque ransomware va tomber, elle va pas pouvoir chiffrer le disque dur amovible. Maintenant, si l'attaque ransomware arrive la nuit, ce qui arrive quand même très très souvent, donc là je proposerais plutôt de faire une rotation sur 2 disques durs. Un pour les jours pairs, un pour les jours impairs. Donc finalement, voilà une solution qui est finalement peu coûteuse, qui demande un tout petit peu de discipline, mais pour une structure de taille très très modeste, bah, finalement c'est déjà une première bonne étape. Même si je pense que le plus simple, et on l'a vu aussi avec nos téléphones à la maison, ou le cloud qui le fait automatiquement, qui est programmé pour ça, c'est quand même beaucoup plus facile à mon avis. Très clairement, oui. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Donc on a vu les données, on a vu les risques, comment se protéger. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu rajouterais ou des conseils que tu donnerais à une personne qui nous écoute? Mais ce que je conseillerais, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment valider les données qui sont les plus sensibles pour vous. J'en donne toujours l'exemple les photos des premiers pas de votre enfant. Sauvez-les de manière précieuse et sur plusieurs supports de données différents, de manière à ce que si quelque chose arrive, ces souvenirs les plus importants restent disponibles. Et je suppose la même chose pour l'entreprise, La identifier même les chose données pour que vous ne voulez l'entreprise. surtout pas Ouais, perdre et mettez l'accent d'abord sur celle-là et le reste, bah, ouais. c'est du nice to have. Pour les entreprises, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que d'expérience, les entreprises ont un peu plus de mal à identifier les données critiques et ont tendance à dire toutes les données sont critiques ou aucune donnée n'est critique. Mais c'est un exercice pour lequel voilà, j'ai des collègues qui sont spécialisés dans ce secteur-là qui vont pouvoir aller identifier la donnée critique en entreprise et donner le conseil approprié aux décideurs. Donc le conseil pour les entreprises, c'est demander à un spécialiste.
Il est là pour vous aider, pour vous guider, et puis ensuite votre IT pourra prendre la suite si c'est nécessaire. Voilà, je pense que c'était très clair, on ne doit pas aller beaucoup plus loin que ça. On a couvert les sujets les plus importants. Merci Jean-François pour ta participation dans cet épisode de CyberTalk. Je te souhaite une très belle fin de journée. Une très belle fin de journée à toi aussi Alexandre et à tous les auditeurs. Alors sachez que vous pourrez retrouver toutes les informations sur la coalition sur son site internet qui est www.cybersecuritycoalition.be en un mot. Le lien sera de toute façon dans les notes de l'épisode. Sachez aussi qu'il reste des places pour certains de nos événements. Donc si vous êtes membre de la coalition, ouvrez votre agenda, tout d'abord au 6 mars 2025 pour la célébration de la Journée internationale de la femme. L'événement se passera dans les locaux du SPF Economy à Bruxelles et cet événement est co-organisé avec Women for Cyber, la version belge de l'organisation. Vous pourrez écouter pendant cet événement la présentation du professeur Catherine van de Heinina, procureure et la Cyber Security Personality of the Year de cette année, de 2024, qui va traiter de la question de savoir si l'intelligence artificielle a plutôt tendance à aider ou à desservir les femmes dans l'entreprise, ou par exemple aussi Sultana Elinidou de l'Agence spatiale européenne, qui va parler de cybersécurité dans l'espace. Il y a évidemment plein d'autres présentations tout aussi passionnantes que celle-là. Le 27 mars, si vous tournez quelques pages dans votre agenda, vous pourrez sauver la date de l'Assemblée générale de la coalition. Et puis, si vous n'êtes pas membre de la coalition, c'est pas grave. Je veux dire que vous pouvez le devenir membre de la coalition. Vous trouverez toutes les informations pour le faire sur le site de la coalition. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous nous écoutez. Et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de CyberTalk. Prenez soin de vous et de votre sécurité en ligne.